Dans l'ouest de la partie canadienne des montagnes Rocheuses, on trouve un petit animal solitaire dont les exploits titanesques sont légendaires. Rarement observé par l'homme, ce prédateur haut comme 3 pommes peut s'attaquer à des animaux 20 fois plus grands que lui. Au-delà des mythes et des légendes qui ont fait de lui le démon de la forêt, le glouton est un carnivore astucieux qui se bat aujourd'hui pour survivre aux ravages que l'homme fait subir à son territoire. Biologiste et spécialiste de la faune sauvage, John Krebs dirige l'une des rares études jamais effectuées en Amérique du Nord sur le glouton. Suivant ces animaux au fil des saisons, il fait des découvertes qui permettront peut-être d'assurer la survie de ce mystérieux prédateur. Tout sauf végétarien, le glouton est un carnivore méconnu, membre de la famille des belettes, dont l'appétit fut jugé tellement féroce par les Européens qui l'ont découvert, qu'ils lui ont donné le nom latin de gulo gulo, glouton glouton. Parmi les histoires invraisemblables qui courent sur cet animal, on raconte qu'après s'être repu d'une proie, le glouton doit chercher 2 arbres proches l'un de l'autre pour se glisser entre eux et extraire de son estomac ballonné les gaz qui l'embarrassent. La seule part de vérité dans cette histoire est que les gloutons marquent les arbres avec le musc que secrètent leurs glandes abdominales et qu'en plein hiver, tenaillés par la faim, ils tuent de grands animaux et mangent tant qu'ils le peuvent. Les Indiens d'Aîné vénéraient le glouton pour sa grande ruse et nombreuses sont les anecdotes parlant de gloutons qui ont ouvert des pièges pour voler les proies des chasseurs ou fait des ravages dans les cabanes des trappeurs. Autant d'histoires fantastiques qui aujourd'hui encore valent une redoutable réputation aux gloutons. Comme chaque jour, John Krebs parcourt à bord de sa motoneige les chemins forestiers des monts Selkirk en Colombie-Britannique. Il dirige des recherches sur le glouton financées par la compagnie d'électricité qui a installé une série de barrages dans la région il y a une trentaine d'années. Nous voulons éviter que cette région connaisse le même sort que le Colorado, le Québec ou le Labrador qui ont perdu la plupart de leurs gloutons et essaient maintenant de les réintroduire dans la nature. Il est préférable de les protéger en amont et nous avons besoin des informations que peuvent apporter des recherches comme celles que nous menons ici pour veiller à ce que l'homme ne soit pas la cause de la disparition des gloutons. Sa journée commence par une tournée des pièges inoffensifs qu'il a posés pour retenir des gloutons et faire progresser ses recherches. Nous effectuons un travail de recensement pour évaluer les taux de natalité et de mortalité des gloutons et savoir ainsi si leur population augmente, diminue ou si elle est stable. Dans toute la province de Colombie-Britannique, les gloutons comptent parmi les animaux menacés de disparition. Sur l'île de Vancouver, il existe même une sous-espèce qui a probablement complètement disparu aujourd'hui. Partout, l'activité humaine réduit leur territoire. Les barrages hydroélectriques, mais aussi les autoroutes et les voies ferrées ont considérablement modifié la région. Nous commençons à cerner ce qui influe sur leur population. Et actuellement, la mortalité des gloutons est due à 50% à l'homme et à 50% à des causes que l'on dit naturelles. Avec la chasse, l'exploitation forestière et le développement commercial, les activités humaines imposent un lourd tribut à la population de gloutons. Mais leur force et leur ténacité leur ont déjà permis à maintes reprises de triompher des obstacles les plus insurmontables. Ce qui m'impressionne le plus chez les gloutons, c'est qu'ils parviennent à survivre dans un milieu où tout semble être contre eux.
Pour se nourrir, ils doivent parcourir de longs trajets car leurs sources de nourriture sont disséminées sur leur territoire. Et c'est d'autant plus difficile que ce ne sont pas des animaux grégaires comme les loups par exemple, qui vivent en meute. Et par conséquent, ils ne s'aident pas les uns les autres pour chasser. Je suis stupéfait de voir que malgré ces handicaps, ils réussissent si bien à vivre dans ces bois. Mes parents sont tous les deux biologistes, et depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 6 ou 7 ans, je les ai toujours suivis dans leurs recherches. C'était notre mode de vie. Tous les étés, on allait dans le Yukon. Mon père faisait des recherches sur le lièvre d'Amérique et le lynx dans la forêt boréale. Tous les jours, on allait relever 100 ou 200 pièges et on examinait une centaine d'animaux par jour. Avec le glouton, c'est l'extrême inverse. On s'estime heureux lorsqu'on voit un seul glouton par jour. Ce piège-là est vide aujourd'hui. Nous avons déjà pris 2 gloutons ici, mais c'était il y a plus de 5 ans. Il nous est déjà arrivé de passer 6 semaines sans prendre un seul animal. La plupart du temps, les pièges que l'on vérifie sont vides. C'est le lot des trappeurs de gloutons. C'est précisément parce qu'ils sont difficiles à trouver que nous savons si peu de choses sur les gloutons. Bien qu'ils soient entrés dans la légende du Grand Nord, rares sont ceux qui ont la chance de croiser ces petits prédateurs dans les forêts d'Amérique du Nord. Autrefois, on trouvait des gloutons dans la plupart de ces régions. Mais au cours de ces 50 dernières années, le négoce des fourrures a décimé leur population. Aux États-Unis et en Europe, les gloutons ont totalement disparu. On ne les trouve plus aujourd'hui que dans les forêts du Canada, de Scandinavie et de l'ancienne Union soviétique. Les gloutons sont des animaux foncièrement solitaires qui vivent sous les climats les plus rudes de la planète. Les gloutons ont des territoires immenses. Un mâle évolue sur un territoire de 400 à 1000 km² en moyenne, et une femelle sur un domaine de 100 à 400 km². Ce sont de très grands espaces pour de si petits animaux, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'en ont jamais vu en réalité ou ne savent même pas qu'ils existent. C'est un avantage pour notre travail de protection, car l'information circule peu à peu et les gens sont curieux de connaître cet animal. Oh boy. On dirait qu'un glouton s'était laissé prendre dans ce piège, mais qu'il s'est échappé en rongeant les bûches. Dès qu'ils voient la lumière, ils essaient de l'atteindre en rongeant les bûches du piège. Et s'ils ont assez de temps et de ténacité, ils réussissent à s'échapper. C'est ce qui s'est produit ici. Le glouton qui était dans ce piège est parti. Les gloutons n'aiment pas le métal et ne se laissent éventuellement prendre au piège que s'il est en bois et contient un appât. Les espaces confinés ne sont pas non plus de leur goût et une fois enfermés, ils peuvent ronger un rondin de 20 cm en quelques heures. Il est donc capital que John Krebs vérifie régulièrement ses pièges. L'intérieur de celui-ci montre de quel acharnement les gloutons peuvent être capables. C'est dans ce même piège que nous avons essayé d'attraper un glouton que nous avons surnommé Charlie la tronçonneuse, car il a réussi à s'en échapper en l'espace de 3 heures à peu près. Pour nous, c'est du travail supplémentaire, mais d'un autre côté, c'est une sécurité pour les gloutons. Ils ont la possibilité de s'échapper des pièges si jamais une avalanche ou un autre problème nous empêche de venir contrôler les pièges tous les jours. Ils peuvent toujours en sortir et rester en vie. C'est pour cela que nous utilisons des pièges en bois. En dehors de ceux qu'il a pris au piège, John Krebs n'a vu que 2 gloutons dans la nature en 5 ans. Ils sont littéralement insaisissables. Et chaque jour, John Krebs espère que sa chance va tourner. Toutes catégories confondues, les gloutons sont probablement les plus redoutables prédateurs du Grand Nord. Ils sont remarquablement équipés pour attraper les écureuils, chasser leurs cousines les belettes ou même s'attaquer à de bien plus grandes proies. D'une ténacité sans égale, ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont vaincu leur proie.
L'an dernier, en pistant des gloutons dans la neige pour suivre leurs activités et savoir ce qu'ils mangent, nous avons découvert que l'un d'entre eux avait tué un orignal. D'après les marques dans la neige, les traces de sang et la carcasse de l'orignal que nous avons trouvées, les deux animaux semblaient s'être battus avec acharnement. D'après les marques que portait l'orignal, le glouton s'était manifestement jeté sur son dos, probablement pendant qu'il dormait. Il l'avait mordu entre les omoplates, jusqu'à ce qu'il finisse par tomber à terre d'épuisement. Il y avait une grande mare de sang près d'un arbre. Dans le combat, le glouton avait perdu une petite touffe de poils que j'ai trouvée dans les branchages, et que nous avons récupérée pour en analyser l'ADN et pouvoir éventuellement identifier le glouton qui a tué cet orignal. Les gloutons ont un excellent odorat. En été comme en hiver, ils peuvent flairer la moindre odeur de chair en putréfaction et parcourir de grandes distances pour la trouver. Faisant parfois jusqu'à 60 km dans une journée, les gloutons sillonnent aussi bien les vallées que les glaciers de haute montagne. Les avalanches sont souvent l'une de leurs meilleures sources de chair fraîche. Les avalanches sont très fréquentes dans cette région, et il arrive régulièrement que des animaux soient emportés par la coulée et meurent enfouis sous la neige. Les gloutons arpentent les couloirs d'avalanche et peuvent flairer un orignal mort sous plusieurs mètres de neige, creuser la neige et le déterrer. Et grâce à leurs puissantes mâchoires, ils dépecent leurs trouvailles en morceaux de taille moyenne pour les traîner dans différentes cachettes réparties dans la vallée et les manger plus tard. Les gloutons ont un cou et des mâchoires très musclées qui leur permettent de briser des os. C'est très impressionnant. Ils peuvent casser un fémur d'orignal avec leurs mâchoires alors que des loups n'y arrivent pas très facilement. Les gloutons ont une grande force physique. Le jour se lève sur les monts Selkirk et John Krebs se met en route pour essayer de capturer enfin un glouton vivant dans l'un de ses pièges. Il y a 40 points de piégeage disséminés sur l'ensemble de notre zone de recherche. Ici, autour du bassin du fleuve, nous avons 7 pièges. Et il y a une centaine de kilomètres à parcourir en motoneige pour les contrôler tous, ce qui me fait pas mal de route entre chaque piège. En raison des risques d'avalanche, John Krebs vérifie que sa balise de secours fonctionne avant de partir. Puis il enfourche sa motoneige pour un nouveau rodéo dans la neige. Après une journée de motoneige, on a le dos en 1000 morceaux. Plus la saison avance, plus les pistes sont accidentées, plus elles sont couvertes de bosses. Il ne faut pas quitter la route des yeux, car on a toutes les chances de se retrouver dans le fossé. J'ai entendu un grognement. On dirait qu'il y a quelque chose, oui. C'est le deuxième piège de la journée et, au miracle, il contient un glouton. Reste maintenant à accomplir une opération délicate. John doit ouvrir suffisamment la cage pour injecter le tranquillisant à l'animal, mais aussi éviter qu'il bondisse en avant et se jette à sa gorge. Âme sensible s'abstenir. Quand un glouton est pris au piège, il est assez difficile de trouver la position adéquate pour l'immobiliser rapidement, mais sans prendre de risques. On a une grande poussée d'adrénaline, surtout quand on l'entend grogner et rugir comme un fauve. On avait vraiment peur quand on a commencé ce travail. On se disait qu'ils allaient nous sauter à la gorge. Mais en fait, quand on les attrape, ils sont souvent docilement blottis au fond de la cage, comme un chien. Ils peuvent s'attaquer à l'homme, mais nous avons découvert qu'ils n'étaient pas aussi féroces qu'on le croyait. Finalement, le tueur du Grand Nord est terrassé par l'anesthésique et John Krebs le sort avec précaution pour lui poser un collier émetteur. Les vieux modèles de colliers ne sont pas idéaux. Les gloutons ayant un cou court, ils les perdent généralement dans l'année qui suit.
Mais pour le moment, John et Dave, son assistant, n'ont rien d'autre sous la main. Malgré tout, ils en profitent également pour marquer le glouton à l'oreille, le peser, le mesurer pour obtenir des informations sur lui et percer son mystère. Le glouton est un animal mystérieux pour la plupart des gens. Il y a des quantités d'histoires qui courent à son sujet, mais personne ne le connaît vraiment. Et de ce fait, il y a une sorte de légende autour de lui, et c'est même un animal qui fait peur. Mais en le faisant connaître, en apprenant davantage de choses sur lui, les gens finiront par en avoir une autre image. Elle a actuellement son pelage de début d'hiver. Au début de l'hiver, quand la neige est poudreuse, ils ont un poil long qui recouvre entièrement les pattes, au point qu'on a du mal à voir les coussinets. Il faut les rechercher à travers les poils. Les voilà, ils sont là. Grâce à cette épaisse fourrure, ils se déplacent mieux dans la neige. Ils ont davantage de surface. Cette femelle est en pleine forme. Elle a de belles grosses pattes et à première vue, elle pèse un poids tout à fait normal. Oui, elle a même une bonne couche de graisse. Elle n'a pas de dents cassées ou manquantes. Il est fréquent qu'il leur manque les incisives supérieures et inférieures. Elle doit avoir un an ou deux tout au plus. Après cet examen, Dave remet la femelle glouton dans le piège et les deux chercheurs vont rester à proximité en attendant qu'elle reprenne ses esprits et se remette sur ses pattes. Au bout de quelques heures, elle se glisse hors du piège et file dans la forêt en profitant de l'obscurité. John espère maintenant qu'il aura autant de chance au petit matin. Voir 2 gloutons en 2 jours serait un exploit sans précédent. Le lendemain, en contrôlant les pièges du kilomètre 32, John découvre par miracle un autre glouton. Cette fois, il appelle la vétérinaire de la région pour qu'elle vienne lui poser un émetteur radio plus performant. J'ai trouvé un autre glouton. Après 3 heures de motoneige, Julie, la vétérinaire, arrive sur place. Mais avant de commencer l'opération, John Krebs doit effectuer sa part du travail et endormir le glouton. En fonction des marques que porte cette femelle qu'il a déjà capturée auparavant, John Krebs pense qu'elle est la mère de la jeune femelle attrapée la veille. Les gloutons ont un cycle de reproduction peu commun et remarquablement adapté à leur environnement. En été, lors des rares occasions où mâles et femelles se rencontrent, le mâle féconde la femelle et l'ovule commence alors un long processus de développement. La reproduction des gloutons se fait selon un phénomène que l'on appelle une implantation différée. Les ovules fécondés flottent dans l'utérus de la femelle jusqu'au mois de janvier ou février, et c'est seulement à ce moment-là, si les conditions sont adéquates, qu'ils s'implantent dans la paroi utérine et se développent pour former des embryons. Ce phénomène est lié à des paramètres physiques, mais aussi à la présence de nourriture. La fin de l'hiver est la période de gestation la plus propice pour les gloutons, car c'est le moment où les ongulés comme les cerfs, les élans et les orignaux meurent en grand nombre et fournissent donc beaucoup de nourriture. L'avantage de l'implantation différée est que si la saison est particulièrement rigoureuse, si la femelle trouve peu de choses à manger, les ovules fécondés qu'elle porte ne vont pas s'implanter dans l'utérus. Le processus de développement ne va pas s'engager, car l'organisme de l'animal sait qu'il ne pourra pas subvenir aux besoins des embryons. Après une quarantaine de jours de gestation, les femelles donnent naissance au printemps à une portée de 1 à 3 petits au pelage blanc et de la taille d'une orange. Les petits gloutons grandissent très vite. Après 10 semaines passées dans une tanière, ils commencent déjà à se promener avec leur mère pour apprendre à chasser de petits mammifères et à se repérer dans la forêt. Les gloutons sont les plus grands représentants de la famille des belettes, et malgré leur redoutable réputation, ils sont tout aussi joueurs que leur cousine la loutre.
Comme la moufette, une autre de leurs cousines, les gloutons, mâles et femelles, peuvent répandre une odeur répugnante sécrétée par des glandes abdominales. Grâce à elles, ils marquent leur territoire, mais ils peuvent aussi en asperger un intrus à 3 bons pas de distance, un moyen de dissuasion très convaincant. Pour se protéger de la neige, John installe un bloc opératoire de fortune sous une tente. Si l'implantation de l'émetteur paraît assez barbare, l'opération est en fait bénigne. Et sur la durée, les zoologistes pensent qu'elle est moins stressante pour les animaux que les captures répétées pour remplacer les colliers émetteurs. Les 4 premières années, nous avons utilisé des colliers émetteurs. Les animaux les perdaient sans arrêt ou les arrachaient. Ils se désagrégeaient ou ils tombaient en panne car les gloutons leur menaient la vie dure. C'est sûr, on n'aime pas du tout devoir leur faire subir une opération. Mais il faut se dire que c'est aussi banal que de faire castrer un chat ou un chien. Et jusqu'à présent, sur les 6 animaux auxquels nous avons implanté un émetteur, il n'y a eu aucun problème suite à l'opération. Les gloutons s'en remettent très vite. Le patient a parfaitement supporté l'opération et John le remet maintenant dans le piège pour qu'il se remette tranquillement avant de repartir dans la nature. Demain, il testera le nouvel émetteur pour voir si le glouton est encore dans les environs. Malgré 5 années de recherche, John Krebs a l'impression d'avoir encore tout à apprendre sur les gloutons. Pour que notre projet atteigne son but, pour que nous puissions faire changer certaines choses et aider les gloutons, pour bien les connaître, il faut les suivre pas à pas sur une génération au moins. C'est la seule façon de savoir vraiment comment ils vivent, quels sont leurs problèmes, et ce que nous pouvons faire pour les aider dans l'avenir en prenant des mesures de protection appropriées. La femelle opérée hier ne semble pas s'être attardée dans les parages. Mais désormais, grâce à l'émetteur implanté sous leur peau, John Krebs peut suivre un certain nombre de gloutons à la trace et étudier de plus près leur territoire, leurs habitudes alimentaires et le cycle de reproduction des femelles en particulier. Grâce à ces informations, le programme de protection de la faune et des poissons du bassin de la Columbia sera mieux armé pour conseiller les autorités sur l'aménagement futur de ces vallées reculées. J'estime qu'il est important de protéger les gloutons, qu'il faut faire quelque chose pour eux, avant que cette région connaisse le même sort que le Colorado, l'Idaho et d'autres parties du sud des Rocheuses, où les populations de gloutons ont diminué petit à petit pour finalement disparaître totalement. Nous devons agir aujourd'hui si nous voulons continuer de voir des gloutons dans cette région. J'aimerais revenir ici dans 20 ans et voir des traces de gloutons autour de la rivière, me promener sur les chemins et voir leurs empreintes dans la neige. J'aimerais que leur avenir soit assuré et que mes enfants et mes petits-enfants puissent venir ici en sachant qu'il y a toujours des gloutons. Il est de notre devoir de nous intéresser à eux, de nous occuper d'eux et de faire changer les choses pour leur bien.